La valise en carton, nouveau chapitre aujourd'hui. On m'enlève du collège. Enfin, j'ai vu arriver le jour de la sortie. Ce jour dont j'avais tant rêvé, que j'avais tant espéré. 6 ans de ma vie s'étaient écoulés là, 6 années à vide. Je me souviens que ma mère est venue me chercher un 1er novembre, parce que c'est un jour férié et qu'elle ne travaillait pas. J'étais toute contente, d'autant plus heureuse que ma mère a eu beaucoup de mal à me sortir du pensionnat. La directrice, Madame Esther, trouvait que j'étais une fille intelligente et elle voulait me garder pour me permettre de continuer mes études gratuitement. Le pensionnat avait un mécène qui protégeait les classes. Ce monsieur était le patron du jardin zoologique de Lisbonne. Quand il lui semblait qu'une des filles avait quelque chose en plus, il faisait tout pour qu'elle reste au collège afin de lui permettre d'avoir plus tard une situation. C'est pour cela que la directrice a refusé de me laisser partir quand ma mère est venue me chercher. Elle disait « Vous avez déjà assez de bouches à nourrir comme ça, il faut nous la laisser ici. Nous en ferons quelqu'un. » Et ma mère répondait « C'est ma fille, j'en fais ce que je veux. » Bien sûr, elle avait tous les droits, elle était ma mère, et elle m'a fait sortir de là. Mon premier choc à la sortie, je ne l'oublierai jamais. Ça a été de voir les vêtements des gens de la rue. Au collège, nous avions une blouse à carreaux bleus et blancs. Tout à coup, je réalisais que je n'étais pas, mais alors pas du tout habillée comme les autres. J'avais l'air d'une attardée. J'essayais de me dire que c'était bien, mais je savais que ce n'était pas vrai. D'autant moins vrai qu'il y avait une fille de la ville qui venait au collège pour prendre des cours et je la voyais arriver habillée à la mode. J'aurais tout donné pour être comme cette fille. Elle sentait si bon. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un qui utilisait de l'eau de Cologne. Et puis elle avait une jupe comme Sheila, une jupe écossaise à plis. Vraiment, elle me fascinait. J'aurais tant aimé avoir cette allure-là. Je me voyais comme ça. Alors quand j'ai vu ma mère arriver, je n'ai pas voulu sortir dans la rue telle que j'étais. J'avais des sandales ressemelées avec du pneu, des sandales trop grandes pour moi, et je traînais les pieds à cause de cela. Je portais une jupe à petits carreaux rouges foncés, pas vraiment rouge, mais plutôt grenat, avec du vert dedans. Et puis une veste bien trop grande pour moi, je n'étais pas épaisse. On aurait dit vraiment une gitane. Je n'avais aucune forme, aucune allure. Sans exagérer, j'étais drôlement moche. Je me suis regardée dans une glace et quand je me suis vue comme ça, j'ai eu honte. J'avais imaginé beaucoup de choses dans ma tête lorsque je pensais à mon retour chez moi. J'avais tout préparé. Aux filles du collège, j'avais raconté des tas d'histoires. Je leur disais « Ne vous inquiétez pas, quand je serai sortie, je ne vous abandonnerai pas. Je sais ce que c'est de rester cloîtrée ici. » Comme s'il avait été en mon pouvoir de revenir les voir, de leur envoyer des colis, de les cajoler un peu. Comme si, au dehors, je n'étais plus la pauvre, mais quelqu'un au contraire de très respectable et à l'aise. C'était une forme de réhabilitation que j'essayais d'établir à leurs yeux, mais je pense qu'elle m'ait cru en un seul instant. Ma mère est venue me chercher, et je constatais avec plaisir qu'elle s'était mise en habit du dimanche pour la circonstance. Mais au-delà de ce délai, notre rencontre ne fut pas loin s'en faut, comme je l'avais imaginé. J'avais cru retrouver une mère, une vraie mère, une famille. Elle m'a ramené là où nous habitions, dans un immeuble de la rue, B. à Amadora. Elle m'a fait entrer la première. Ils étaient tous assis autour de la table, les 7 enfants. Virginia, l'aînée, puis Luciana, puis Emilia, je venais moi-même après Emilia. Les jumeaux, Manuel Antonio et Marie Antonia, José et Joao. Je m'installai parmi eux. Le plus jeune de mes frères, Joao, je ne le connaissais pratiquement pas. Quand je me suis approchée, il a refusé de m'embrasser, je l'intimidai, puisqu'il ne m'avait jamais vue. Peut-être qu'il n'avait même jamais entendu parler de moi. Ma mère, en fait, a eu 11 enfants, mais elle en a perdu 3 en bas âge. J'ai longtemps eu l'impression de ne jamais voir ma mère autrement qu'enceinte. Mais je ne comprends pas qu'on ait autant d'enfants lorsqu'on est pauvre et qu'on n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins. On peut faire attention, non? Il me semble même qu'on a le droit. Quand je pense qu'une de mes sœurs plus jeune que moi a déjà mis au monde 5 enfants alors que la vie est si dure aujourd'hui. Au menu ce jour-là, il y avait, comment ne pas s'en souvenir, du riz avec des tomates et des poivrons accompagnés de poissons frits. Je me suis mis à table, je les regardais tous et j'avais honte. Mes frères étaient mal habillés, on aurait dit des gitans. Et encore les gitans sont souvent mieux que ne l'étaient. Mon petit frère, par exemple, avait un short beige déchiré aux fesses et personne, semble-t-il, ne s'en préoccupait. J'ai remarqué dans un coin de la pièce où nous mangions un pauvre lit en fer. Quand est venue pour nous l'heure d'aller nous coucher, ma mère a mis un matelas par terre et elle a simplement dit « Tu dormiras là avec ta sœur ». Quand j'ai vu ça, j'ai ressenti un terrible ras-le-cœur. Mon estomac s'est tordu et j'ai vomi tout mon repas. Sans rien dire, j'ai tout nettoyé et je me suis couchée. C'est le lendemain que les vrais problèmes ont commencé. Ma mère était très dure avec ses enfants, avec tous ses enfants, pas seulement avec moi. Elle m'avait tellement manqué pendant ces 6 années que j'avais passé en pension.
J'aurais eu tant de choses à lui dire, tant de questions à lui poser. J'aurais eu besoin de l'avoir un peu à moi toute seule. Elle n'a pas compris cela alors. En fait, elle n'avait guère de temps à nous consacrer. Très tôt le premier matin, elle est partie en me disant « Je vais travailler, viens ici que je te montre ce que tu as à faire. Tu feras cuire les pommes de terre. » Elle disait les patates et la morue pour le déjeuner. Ça ne m'a vraiment pas étonnée, mais j'étais habituée au collège où je me lavais les mains avant de manger, et je me mettais à table servie par des filles plus âgées. Du jour au lendemain, m'entendre dire « Prends un couteau et épluche les patates, puis tu feras la cuisine. » Elle m'a indiqué en plus l'emplacement du balai et elle m'a demandé de ranger la maison. Je me suis dit « Alors j'ai quitté l'école pour faire la bonne à la maison, moi qui n'avais jamais eu à faire ça. Au fond, j'aurais préféré qu'elle me laisse là où j'étais. » Je réalisais tout à coup que le collège n'avait pas été si terrible que ça. Encore une fois, ma mère me décevait. Après m'avoir séparée d'elle, alors qu'à 5 ans, j'avais tellement besoin de sa présence, elle m'avait ramenée à ses côtés pour être sa servante. Le matin, tout le monde est parti au travail, et moi je suis restée toute seule à la maison. Il n'y avait que le plus petit de mes frères que je devais garder, parce qu'il était encore trop jeune pour aller à l'école. Mais comme il avait peur de moi, une étrangère pour lui, je ne pouvais pas l'approcher. Il était habitué à se promener et à jouer dans les terrains vagues du coin, vers des immeubles en construction ou qu'on allait commencer à construire. Je ne le voyais pas de la journée. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Quand ma mère est partie, je me suis mise à pleurer, à chialer à grosses larmes. Je n'étais encore qu'une enfant, et j'étais anéantie de chagrin. Inutile de vous dire que dans cet été-là, je n'ai fait cuire ni les patates ni la morue. Et d'ailleurs, je ne savais même pas comment il fallait faire. Quand ma mère est rentrée pour déjeuner, j'ai reçu ma première correction. J'avais beau essayer de l'expliquer que c'était le premier jour que je ne savais pas où étaient les choses, que je n'avais aucune notion de cuisine, qu'il fallait qu'elle m'apprenne, rien n'y faisait. Et c'est à partir de là que ma mère a commencé à crier après moi tout le temps. Elle criait pour n'importe quoi. Elle était très, très dure. Quand quelque chose ne lui convenait pas, c'était tout de suite les gros mots, et parfois les coups. Moi, au collège, j'avais eu la chance d'apprendre des manières de se tenir que mes frères et sœurs ne connaissaient pas, ne comprenaient pas. Alors, arriver à la maison et voir tous mes frères et sœurs se lancer des gros mots à la figure, cela me faisait très mal. Naturellement, avec mes raisonnements de gamine, je me suis dit « Il faut que je fasse les choses que ma mère me demande, du mieux que je peux, pour lui plaire, pour récupérer son affection, pour qu'enfin elle m'aime. » Et je me suis mise à faire le ménage à fond, à ranger la maison, à faire des petites choses. En plus, pour lui faire plaisir, je m'occupais de tout puisque mes sœurs travaillaient en dehors. Peu après, ma sœur aînée Virginia est partie avec son fiancé. Je me rappelle qu'elle a quitté la maison le 8 décembre. Le jour de la fête des mères, je ne suis pas sûre qu'elle n'ait pas choisi cette date sciemment. Ma mère n'a pas tardé à réaliser que je m'étais bien adaptée aux travaux du ménage. Elle a vu que je les faisais parfaitement. Alors elle s'est dit « Bon, puisqu'elle travaille si bien, je vais l'emmener avec moi et ainsi elle gagnera de l'argent en plus. » C'est comme ça que j'ai commencé à travailler, en nettoyant des bâtiments. Lorsque leur construction a été entièrement terminée, il fallait enlever la peinture par terre, nettoyer les carreaux. 15 jours après m'avoir sorti de l'école, ma mère m'avait déjà affublé d'un tablier, d'un foulard sur la tête pour me protéger de la poussière, et elle m'avait mise au boulot. Et moi je pensais toujours, elle va être contente de moi, elle va m'aimer puisque je vais lui rapporter de l'argent. Évidemment je rêvais, rien de tel n'a eu lieu. Pour elle, il paraissait normal que je rapporte un peu d'argent à la maison. J'aurais voulu l'entendre me dire « Ma petite fille, je suis si heureuse de t'avoir avec moi. Enfin, je t'ai récupérée, sois la bienvenue dans notre foyer. Nous t'aimons tout tendrement. Tu nous as beaucoup manqué pendant toutes ces années. » Tous ces mots doux qu'une maman dit à son enfant et que moi je n'ai jamais entendus. Incroyable, mais pourtant véridique. Je n'ai jamais appelé mes parents papa et maman. Pour moi, ils n'avaient pas de nom, encore moins de petits surnoms gentils comme on les invente quand on s'aime. Et je vivais dans l'espoir d'un « Viens ma petite fille chérie que je te donne un bisou ». J'avais attendu cela pendant 6 ans, et là c'était encore pire. Qu'est-ce qu'on me donnait à la place? Le droit de travailler comme un âne et de rapporter de l'argent à la maison, c'était tout. Peu après, ma mère est retombée malade parce qu'elle n'avait pas été bien soignée. Je me suis retrouvée à la tête d'une maison qu'il fallait tenir et mener complètement, avec 4 frères plus jeunes que moi et 2 sœurs aînées qui partaient le matin et ne revenait que le soir après avoir travaillé toute la journée. Il fallait alors que la table soit mise, que tout soit en ordre. Mes sœurs étaient exigeantes avec moi, très dures. Sous prétexte que je restais à la maison, elles pensaient que je passais mes journées à me promener. Nous travaillons, disait-elle, méprisante. Il fallait donc que tout soit fait et bien fait pour mes frères, parce qu'ils étaient trop jeunes pour m'aider. Et pour mes sœurs qui n'avaient pas le temps de faire quoi que ce soit à la maison, en plus du ménage et de la cuisine, il fallait que je prépare mes frères le matin et que je les envoie à l'école. Je devais aussi amener son déjeuner à mon père à l'usine où il était jardinier, car il ne mangeait que ce qui avait été préparé à la maison.
Pas parce qu'il pensait que ce serait meilleur pour sa santé, mais pour une simple question d'argent. S'il était allé à la cantine, ça lui serait revenu plus cher que de manger une partie du plat que j'avais mis à cuire pour toute la famille. Pour lui apporter sa nourriture, il fallait que je fasse 6 kilomètres à pied aller-retour. Pour qu'il ait son déjeuner dans sa gamelle. Je lui apportais une grande gamelle parce que tout ce qu'il pouvait récupérer, il me le donnait à ramener. Il était le jardinier de l'usine, alors il cueillait des fèves, des tomates, ce n'était pas à proprement parler du vol. Simplement, il pensait à nourrir sa famille. Je lui apportais à manger et je repartais avec dans ma gamelle, tout le nécessaire pour le dîner. Un jour, je me souviens que c'était le carnaval. J'ai trouvé mon père au milieu des ouvriers de l'usine, déguisé en femme. Je me rappelle que cela m'avait beaucoup choquée, parce qu'à la maison, je n'avais jamais vu mon père s'amuser avec nous, ses enfants. Et là, il riait et faisait rire les autres. J'avais l'impression de découvrir un autre homme. Après cela, je rentrais à la maison pour finir ce que j'avais à faire. Le linge à laver, bien sûr. Nous n'avions pas de machine. Le repassage, il fallait donc bien que quelqu'un le fasse. Quand mes sœurs rentraient vers 7h ou 8h, je finissais de ranger, je préparais le dîner. Cette vie-là a duré 1 an. Et puis ma mère est ressortie de l'hôpital et elle a retrouvé sa maison. J'avais fait de mon mieux pour entretenir notre foyer, mais une gamine de 12 ans, ça ne peut pas faire des miracles tout de même. Alors il y avait des puces quand elle est rentrée. J'avais essayé de faire tout ce que je pouvais, mais secouer le matelas, je ne pouvais vraiment pas y parvenir. Nous n'avions aucune commodité, pas d'aspirateur. Je me revois frottant le sol avec un savon jaune. Je me mettais à genoux et je frottais par petits morceaux. Mais il y avait 4 pièces et je ne pouvais pas les faire tous les jours. Quand ma mère est rentrée de l'hôpital, rien n'a changé pour moi. D'autant moins que mes sœurs avaient découvert qu'elles avaient une esclave pour leur samedi dimanche. Elles se moquaient du reste et elles avaient tous les droits puisqu'elles ramenaient de l'argent à la famille. Ce qui aggravait encore ma peine, c'est que je me sentais mal dans ma peau. Je me trouvais moche, maigre. Les femmes portugaises, en général, sont plutôt bien roulées et bien non chères. Et moi, j'avais les jambes de sauterelle, pas du tout des jambes comme celles que les hommes portugais appréciaient. Mes sœurs se fâchaient de moi et j'avais honte de sortir, de me mettre en jupe, parce que je n'avais pas de hanches. Elles rigolaient, elles se moquaient effrontément de moi. Et je n'osais rien faire, persuadée qu'elles avaient raison de rire ainsi. J'avais espéré qu'avec le retour de ma mère, les choses allaient rentrer dans l'ordre, que j'aurais moins de travail à la maison. Mais le docteur ne l'avait laissé sortir du sauna qu'à la condition expresse qu'elle ne bouge pas, qu'elle en fasse le moins possible. Alors ma mère est rentrée au lit et j'ai eu encore plus de travail. Mon frère a amené à l'école le déjeuner de ma mère et le repas de mon père. Pour qu'il y ait moins d'histoire entre mes sœurs et moi, pour qu'elles ferment leur bec, qu'elles cessent d'être des vipères, ma mère, qui était à la maison toute la journée, avait trouvé un truc. Elle m'occupait du matin au soir. Fais ceci, fais cela. Tout le jour, c'était ça. Pas étonnant alors que je me sois sentie inférieure physiquement d'abord, mais aussi parce que je n'apportais pas d'argent au foyer. Je n'arrêtais pas de travailler, mais je n'étais pas rentable. Lorsque le ménage était terminé, ma mère me faisait venir dans sa chambre pour faire de la dentelle avec elle. Comme elle n'avait le droit de rien faire, en tout cas pas de gros efforts, de frotter, de laver, alors elle faisait de la dentelle et elle la vendait ensuite pour se faire un peu d'argent. Au Portugal, la dentelle est un art national. J'ai commencé à l'aider lorsque certains jours elle n'arrivait pas à être dans les temps pour ses livraisons. Son jeu de napperon n'étant pas terminé, j'étais bien obligée de la seconder. Il a fallu que j'apprenne à faire de la dentelle, et quand je me trompais, immédiatement elle me giflait. Ce traitement, je vous le jure, est très efficace. On ne fait pas longtemps des erreurs à ce rythme-là. En 1 an ou 2, j'ai dû apprendre à tout faire, tricoter, broder, faire la vaisselle, le ménage, moi qui n'étais habituée à rien. Petit à petit, la santé de ma mère s'est améliorée. Je me suis donc hasardée à lui expliquer que j'en avais assez d'être tout le temps à la maison, et que j'avais envie de gagner de l'argent, d'aider la famille. Comme mes sœurs le faisaient, je savais que cet argument-là ferait mouche. En fait, je mourrais d'envie de voir du monde, de mettre enfin le nez dehors, et d'être moins commandée, de respirer. Elle a finalement dit « D'accord, matériellement, la famille avait grand besoin de quelques sous que je pouvais ramener au foyer. » J'ai cherché du travail toute une après-midi, il fallait absolument que j'en trouve. C'était une question d'honneur pour moi, je ne pouvais pas rentrer bredouille, je ne voulais pas me sentir inférieure à mes sœurs. J'avais dit à tout le monde « Bientôt je gagnerai plus que vous ». Je ne savais pas comment j'allais y parvenir, ni même ce que j'allais faire, mais c'était vrai. Je voulais à tout prix gagner plus d'argent que tous les membres de ma famille. Je n'avais pas réussi à me faire aimer en travaillant pour eux. J'espérais être mieux considérée en ramenant beaucoup d'argent. Comme je pouvais être naïve. Là encore, l'argent n'a rien changé. Aujourd'hui que je gagne bien ma vie et que j'essaie d'aider les miens, la situation ne s'est en rien améliorée entre eux et moi. J'ai au contraire l'impression parfois de n'être rien d'autre pour eux qu'un porte-monnaie. Je ne me sens toujours ni leur fille ni leur sœur bien-aimée. C'est là mon destin. Il faut que je me fasse une raison. Je ne sais pas si j'y parviendrai jamais.